d'accueillir Maurice Niweze, maître de conférence et HDR en sciences du langage à l'Université de Bordeaux, à l'INSPE. Maurice développe ses recherches dans le champ des littératies scolaires et universitaires, et il est dans ce cadre spécialiste de la didactique de l'écrit qu'il étudie en mobilisant les notions de compétences scripturales, de rapport à l'écriture, de représentation et de réécriture. J'ai sélectionné 3 articles récents pour donner un aperçu de quelques orientations de ces recherches. Alors, je cite le premier, Penser le rapport à l'écriture en lien avec la compétence scripturale, article coécrit avec Jacqueline Lafonterranova et Didier Collin. Le deuxième, Compétences scripturales et réécriture, 2 notions heuristiques et opératoires en didactique de l'écriture. Et encore un pour la dimension de littératie universitaire, donc un article intitulé Le mémoire de master MEF, premier degré, un outil de formation à et par la recherche, coécrit avec Bénédicte Courty. La question d'écrire et faire écrire est au centre des recherches de Maurice. On la retrouve d'ailleurs dans le titre de l'ouvrage collectif paru en 2019 qu'il a co-dirigé avec Jacqueline Lafonterranova et Martine Joubert. Cette question d'écrire et faire écrire, il l'a expérimentée et analysée non seulement dans l'enseignement scolaire et universitaire, mais aussi auprès de publics multiculturels, de jeunes adultes en difficulté scripturale et identitaire, mettant ainsi sa recherche académique au service de ses engagements de longue date. Et je renvoie ici à son dernier ouvrage, paru en 2024 chez l'Harmattan, intitulé Atelier d'écriture et public multiculturel en difficulté, récit de soi, dispositifs adaptés et retour d'expérience. L'activité de recherche de Maurice est très soutenue avec de nombreuses communications et publications et, pour ne citer que les plus récents, 2 ambitieux projets dont il est le porteur. Alors, le tout dernier, DIDAFE, c'est un projet européen de recherche et de formation intitulé Former à l'enseignement du français écrit en contexte plurilingue et transeuropéen, un projet financé par Erasmus France, et le projet ANR Écricole, compétences et difficultés des élèves en matière d'écriture à l'entrée du collège, que je ne présenterai pas pour ne pas empiéter sur sa conférence. Je précise simplement que les résultats de ce projet ont fait l'objet d'un ouvrage dirigé par Maurice et intitulé L'écriture du primaire au secondaire, du déjà là au possible. Et c'est en s'appuyant sur les résultats des recherches menées dans Écricole que Maurice nous propose aujourd'hui sa conférence intitulée Enseigner et évaluer l'écrit, quel savoir, quelle approche et quel dispositif. Maurice, encore merci d'être là et de participer à notre séminaire et je te laisse la parole. Ariane, merci aux organisatrices de m'avoir invité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense au fait que la présentation qui est élogieuse que vient de faire Diane est de nature à provoquer 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est que la barre est fixée et haute et cela risque de conduire à la déception à la fin parce que entre ce qui est dit sur mon propre travail et ce qui va être présenté, peut-être qu'il va y avoir un décalage, ce qui va conduire à la déception. Deuxième extrême, c'est que peut-être sa présentation élogieuse va être peut-être faire penser que j'ai autorité à parler ou à présenter ce que je présente. Non, je vais vous partager mes doutes, mes questionnements et réfléchir avec vous. Et je suis porteur aussi de recherches que j'ai menées avec des collègues qui participent déjà à ce séminaire. Je pense à Layanne, je pense à Jacqueline que je salue. Je ne sais pas si Bénédicte est connecté, mais voilà, il y a d'autres des noms qui ont été cités, donc qui participent à ce que je vais vous partager. Donc, merci pour l'invitation. Je ne vais pas, j'avais prévu
de rappeler effectivement qu'il y a 3 ouvrages qui pourraient résumer mon parcours de ces 20 dernières années en recherche sur l'écriture. Le premier, c'était cet ouvrage qu'a évoqué Nayar, qui portait sur les dispositifs en divers contextes, qui a été publié l'année dernière. Je ne reviens pas là-dessus. Nayar l'a très bien présenté, donc qui porte un peu sur mon parcours depuis 2005 jusqu'à ce jour, avec une centration sur les dispositifs décrits en contexte différent. Deuxième ouvrage, effectivement, c'est celui qui porte sur les littératies scolaires. C'est un ouvrage qui rassemble les travaux, les résultats du projet Écricole, dont il va être question par la suite. Enfin, c'est l'autre ouvrage sur l'écriture dans l'enseignement post-obligatoire, c'est-à-dire à l'université. Ce qui montre au fait que par ces ouvrages, je travaille en 3 contextes: le contexte scolaire, le contexte non scolaire et le contexte universitaire. Universitaire, donc, sur les littératies universitaires, il y a toute une série de travaux, effectivement, réalisés avec Jacqueline, réalisés avec Bénédicte et réalisés avec d'autres collègues. Je vais centrer mon propos autour des littératies scolaires, du contexte scolaire, pour parler simplement, avec une centration sur les recherches, la recherche qui a été menée dans le cadre du projet Écricole, le projet Écricole que je vais présenter par la suite. Je vais donc articuler mon intervention autour de 4 axes ou 5 plutôt. Dans un premier temps, je reviens sur le contexte et puis je vais rappeler l'ancrage théorique, du moins de mon propos d'aujourd'hui. De manière générale aussi, c'est mon cadre théorique, mais qui peut être étendu selon des moments. Je donnerai quelques éléments de méthodologie pour montrer les résultats qui ont été obtenus, et peut-être une grande partie va porter sur la grille Écricole que nous avons conçue et mobilisée dans l'analyse des textes d'élèves, avec des résultats que je commenterai dans la dernière partie. J'ai fait donc le choix un peu de me centrer sur cette grille, parce que, comme on a énoncé, j'avais même énoncé beaucoup de directions à prendre dans le résumé que j'ai présenté. Mais en préparant la conférence, je me suis dit, il me faut peut-être 4 jours pour présenter tout ce que je pensais vous présenter. Donc, je suis déjà désolé. Vous allez voir que je vais faire des coupes dans mon propos. Alors, pour le premier élément, des éléments de contexte qui sont centrés sur le projet Écricole. Le projet Écricole, c'est un projet ANR et puis régional qui est parti du constat que les élèves qui entrent en 6e, c'est-à-dire les élèves de 11-12 ans, ont des niveaux hétérogènes en matière d'écriture, mais aussi dans d'autres matières, et que cette hétérogénéité avait 2 conséquences. La première conséquence, c'est que les enseignants qui reçoivent ces élèves à l'école n'ont pas une connaissance exacte du déjà là, c'est-à-dire des compétences en matière d'écriture de ces élèves, et que, partant de ce fait, il leur était impossible ou difficile plutôt de proposer des solutions adaptées très rapidement. La deuxième conséquence, c'est l'impact de cette hétérogénéité sur la performance scolaire, notamment en milieu socialement défavorisé. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'écriture, je ne reviendrai pas là-dessus, mais est est un outil pour penser. L'écriture participe à la construction et à la structuration des savoirs dans toutes les disciplines scolaires et universitaires. Alors, ces 2 conséquences de cette hétérogénéité nous ont conduit
a fixé deux objectifs. Le premier, c'était d'établir le bilan le plus complet possible des compétences et des difficultés des élèves qui entrent en sixième. Le bilan le plus complet possible. Vous allez voir, c'est ça qui va nous pousser à adopter par moment des méthodologies un peu mécaniques, mais on voulait plus ou moins comparer le niveau d'élèves en tenant compte d'un impact beaucoup plus important. Deuxième objectif, comme c'était de mesurer l'impact des facteurs contextuels exogènes, donc des facteurs contextuels exogènes sur ces compétences, sur cette compétence scripturale, sur la compétence en écriture. De la même manière, pour les facteurs extérieurs, on a aussi essayé de voir si les élèves écrivaient de la même manière selon les disciplines. Et là, nous avons testé les sciences et le français. Je vais revenir après. Le projet Écricole, c'est un projet d'ampleur, d'ampleur, je le dirais, relativement, il faut relativiser, parce que c'est un projet qui a impliqué plusieurs équipes pluridisciplinaires. Il y avait des collègues, 24 enseignants-chercheurs, qui sont des sciences du langage, de la psychologie cognitive, des didactiques des disciplines, sciences et français. C'est un projet aussi qui est pluricatégoriel dans la mesure où il a impliqué les enseignants universitaires, mais aussi les praticiens. C'est un projet pluriacadémique, comme vous le voyez avec la carte que j'ai affichée. Nous avons travaillé dans 4 académies avec une vingtaine de collèges et 48 enseignants de sciences et de français qui étaient impliqués. Et les élèves qui ont fait l'objet de notre expérience étaient 744, du moins pour les données que nous avons collectées. Voilà donc les éléments de contexte pour montrer que c'est un projet qui a mobilisé beaucoup de monde pendant plusieurs années. Nous avons travaillé avec des collèges qui étaient recrutés dans des milieux socio-économiques contrastés, avec des élèves de milieux urbains, ruraux, en REP et en REP+, donc un réseau d'éducation prioritaire. J'affiche le nombre de collèges qui sont tenus en compte par la suite, parce qu'on en a qui sont, oui, voilà, qui ont été recrutés. Pourquoi? Parce que dans ce que nous avons essayé de mesurer, de voir, nous avons tenté de mesurer l'impact des établissements scolaires dans lesquels les élèves sont inscrits sur leurs compétences. Mais dans cette communication, je ne reviendrai pas sur tous ces aspects, mais ce sont des éléments que nous avons mis à l'épreuve dans la recherche, dont une grande partie, dont les principaux résultats sont publiés dans l'ouvrage qu'a évoqué Dayal et que j'ai montré au début. Alors, pour ce qui est de notre ancrage théorique, je pense que la plupart qui m'ont écouté et qui m'ont lu ne vont rien trouver de spécial, parce qu'ils auront entendu ce discours, ils vont reconnaître ce discours parce qu'ils l'ont entendu depuis longtemps. Il y a 3 sources principales des recherches de mes recherches et que je partage avec les collègues. Vous allez trouver Jacqueline dans beaucoup de dias, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Le premier, donc, c'est le modèle de la compétence scripturale qui a été développé à la suite des travaux de Daben. Pour faire les choses rapidement, mais je reviendrai par la suite, c'est un modèle qui ne limite pas la compétence en écriture au savoir et au savoir-faire textuel et linguistique, mais qui inclut aussi le sens que le sujet peut donner à ce savoir. Je reviendrai là-dessus. Deuxième source pour mes travaux et pour cette présentation aussi, c'est les travaux qui portent sur le contexte, sur l'influence du contexte, sur l'influence de l'environnement
sur la performance scolaire. Je reviendrai sur quelques éléments de facteurs extérieurs qui sont identifiés comme ayant un impact sur la compétence en écriture, mais sur les apprentissages de manière générale. Enfin, la troisième source que j'aimerais signaler, c'est la conception de l'écriture comme processus. Là, je me réfère aux travaux qui ont été développés en psychologie cognitive, qui mettent en évidence les différentes contraintes qui sont en jeu quand on écrit. Écrire, en fait, c'est gérer plusieurs contraintes et cela a un impact non seulement sur la conception de l'écriture, mais sur la manière dont on peut accompagner l'écriture. Je tenterai au fur et à mesure de le montrer sans que ce soit l'objet central. Pour la notion de compétence scripturale que j'ai évoquée, je reprends une modélisation qui a été proposée par Jacqueline et Didier Collin, Jacqueline Fonteranova et Didier Collin. Vous avez les savoirs d'un côté et vous avez les savoirs et le savoir-faire que j'ai évoqués, que Vincent, dans François Vincent, le Canadien, François Vincent a présenté comme connaissance et habilité. Donc, vous avez les savoirs et le savoir-faire d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le rapport à l'écriture. Je simplifie un peu. Je ne vais pas revenir sur le passage des représentations au rapport à. Pour ce qui est des savoirs, vous avez des savoirs qui sont linguistiques, le lexique, la syntaxe, sémiotique, tout ce qui renvoie aux signes, aux relations entre le son et les sons et les signes. Vous avez des compétences socio-pragmatiques qui renvoient au contexte d'écriture, des savoirs textuels, génériques qui renvoient au genre et encyclopédiques qui sont liés à la thématique traitée. Je reprends une présentation beaucoup plus simple que propose Jacqueline pour comprendre la différence entre savoir et savoir-faire. Je me réfère à sa thèse de 1999 et à son ouvrage de 2009. Dans ces deux travaux, elle rappelle au fait que les savoirs s'actualisent dans les savoir-faire. C'est parce qu'on a de savoir-faire qu'on peut arriver au savoir. C'est parce qu'on a vu une production écrite que l'on peut identifier les compétences de l'élève. Alors, à côté de ces savoirs et savoir-faire, vous avez dans la modélisation et dans la théorisation d'Aben et de ses sont inscrits dans son modèle de pensée, le rapport à l'écriture, qui renvoie à plusieurs dimensions, c'est-à-dire à la dimension affective, ce qu'on aime ou n'aime pas, et au rapport aux aspects qui sont donc psycho-affectifs, aux émotions qui sont liées à l'écriture, à la peur, à la crainte, ou peut-être au plaisir aussi d'écrire. Vous avez dans cette partie la dimension axiologique qui renvoie au sens et aux valeurs. Quelles sont les valeurs, quels sont le sens que l'on accorde à l'écriture, à l'acte d'écriture. Vous avez la dimension conceptuelle. C'est quoi écrire exactement? Et puis la dimension, deux autres dimensions, métascripturales, cette capacité de verbaliser l'écriture et de la mettre à distance, de dire comment on procède. Et là, on est sur l'aspect métacognitif. Enfin, Chartrand et Blazer ont théorisé une autre dimension du rapport à l'écrit, qui est la dimension praxéologique, qui renvoie précisément aux pratiques d'écriture et de lecture. Tout ça, ce sont des éléments qui ont on en a des éléments qui ont un impact sur le savoir et le savoir-faire. Donc, pour résumer les choses globalement, je dirais que le rapport à l'écriture, le sens que l'on a, cette relation complexe que chacun a avec, à l'égard ou vis-à-vis de l'écriture, a un impact sur les savoirs et les savoir-faire. Donc, je passe rapidement en rappelant, c'est une citation que j'aime rappeler de Sterck,
c'est une formatrice belge qui avait publié il y a quelques années, qui avait rappelé que l'obstacle pour entrer à la lecture, mais aussi en écriture, ne réside pas dans un manque de technique, mais dans l'absence de raison de se doter de ces techniques. On peut dire donc que de façon générale, au-delà de l'écriture, le sens que l'on donne à une activité conditionne ou non le besoin de rentrer dans cette activité. Et du coup, le rapport à l'écriture, d'une certaine manière, en grande partie, montre que si on ne travaille pas les conceptions, si on ne travaille pas les aspects psycho-affectifs, si on ne travaille pas les aspects axiologiques, on passe tout simplement, on se trompe de cible parce qu'on peut avoir beaucoup de difficultés qui sont liées non pas à la capacité cognitive, mais plutôt à ce sens. Pour ce qui est des facteurs contextuels, c'est la troisième source que j'ai évoquée. Quand on regarde les travaux, consulte les travaux qui ont été publiés ces dernières années, quand on lit les rapports de l'OCDE, il y a des facteurs qui reviennent et qui ont un impact sur les apprentissages et sur l'écriture. Donc aussi, vous avez le milieu socio-économique, oui, le milieu socio-économique, le premier facteur. Le deuxième facteur, l'ascendance autochtone, le fait qu'on est né en dehors à l'étranger ou non par rapport à la langue de scolarisation, en fait, ou au pays où on est scolarisé. Troisième facteur, c'est la langue qui est parlée à la maison, la langue familiale par rapport à la langue de scolarisation. Et je rappelle que ces derniers temps, il y a un numéro qu'on vient de publier, que j'ai coordonné à la revue Repère, qui porte sur les langues familiales et les langues de scolarisation, tout ce rapport complexe. C'est le dernier numéro publié à Repère de RIF. Et il y en a qui seraient intéressés, vous pouvez aller voir ce que les différents contributeurs parlent ou évoquent sur cette complexité et sur l'impact de ce rapport entre les langues de scolarisation et les langues familiales. Quatrième facteur, c'est la structure familiale, de montrer que ce qui peut s'expliquer logiquement, que de façon générale, une famille monoparentale, les élèves de ces familles ont plus de difficultés que les élèves où on a deux parents. On peut l'expliquer même sans trop théoriser, mais c'est ce qu'on voit en tout cas quand on considère plusieurs résultats. Enfin, c'est la situation géographique des établissements. Selon que les établissements sont en zone rurale ou pas, en zone favorisée socialement ou pas, les résultats suivent négativement ou positivement. Alors, dans le cadre du projet Écricole, nous avons d'une certaine manière testé aussi ces facteurs, mais dans le temps d'une communication, d'une seule communication, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais mobiliser quelques éléments à la fin pour consolider ce qu'on a vu, ce que j'aurais présenté à partir de savoir et savoir-faire. Alors, pour conclure rapidement cette partie sur mes ancrages théoriques, du moins par rapport à cette communication, je rappelle donc que écrire, comme on peut le voir dans les travaux, dans les différents travaux, dont le travail ou le chapitre écrit par Sylvie Plane en 2006, mais réactivé par les autres par la suite. Écrire, c'est gérer de multiples contraintes qui sont simultanées, des contraintes qui peuvent être linguistiques, textuelles, des contraintes qui peuvent être typographiques, des contraintes qui peuvent être affectives et des contraintes qui peuvent être cognitives. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et que du coup, comme quand on écrit, on est obligé de gérer toutes ces contraintes, cela conduit à ce qu'on appelle la surcharge cognitive et qui va
être à l'origine des imperfections textuelles. D'où donc la nécessité d'envisager l'écriture comme un processus, d'écrire l'écriture dans un processus, ce qu'on arrive à faire en intégrant ou en passant par les bénéfices didactiques de la réécriture. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais juste faire quelques remarques méthodologiques avant de passer à la grille. Alors, dans le cadre du projet Écricole, pour identifier les compétences des élèves en matière d'écriture, nous avons fait produire des textes en sciences et en français. Et en français, on a demandé aux élèves de produire un texte narratif, un conte merveilleux précisément, à partir d'une liste de mots qu'on avait proposée. Je vais montrer la liste parce que j'y reviendrai après. Pour les sciences, que je n'aborderai pas par la suite, on avait demandé aux élèves de produire un texte explicatif qui porte sur le devenir des feuilles mortes qui tombent en automne. Alors, dans la production de ces textes, et ça permettra de comprendre le résultat après, il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'était une phase ce que j'appelle V1, c'est la version 1, ce que nous appelons la V1, c'est la version 1. C'est une version qui a été écrite par l'élève sans aide. On lui a demandé de réécrire son texte en deuxième temps pour produire le texte, la deuxième version sans aide. Ça veut dire que la VE est essentielle pour nous parce qu'elle nous permet de voir ce que l'élève peut produire seul. Après, il y a eu tout étayages qui ont été mis en œuvre et à partir de ces étayages, on est arrivé au texte définitif. Et le texte définitif permet de mesurer l'impact ou l'apport de l'action pédagogique sur le premier texte qui a été produit. Donc, on a deux textes de référence. C'est la VE, la version élève, totalement écrite par l'élève, sans aide explicite. Deuxième version, c'est la version définitive qui permet de voir ce que l'action pédagogique permet d'avoir. Si on retient VE, version élève et version définitive, c'est essentiel parce qu'on va y revenir par la suite. Si on regarde le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif qui est centré sur la production d'un genre, c'est-à-dire d'un type d'écrit narratif en français, explicatif en sciences. Pourquoi? Tout simplement, si je reprends les travaux développés beaucoup plus par les collègues suisses, l'entrée par le genre est essentielle dans l'enseignement parce que chaque genre a ses spécificités. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Deuxième, pour le français, on avait choisi le récit parce que le récit, c'est le texte typologique par nature et qui permet de travailler plusieurs types de compétences textuelles. Quand on écrit, quand on raconte, quand plutôt, oui, on raconte, on peut décrire, on peut dialoguer, on peut expliquer, etc. C'est pour ça qu'on avait choisi le récit. Après le passage par de l'écriture, pour plusieurs raisons, parce que la réécriture va permettre d'identifier ce que l'élève peut faire seul, d'ouvrir un espace d'accompagnement seul ou accompagné, d'ouvrir un espace d'accompagnement, mais favoriser la réécriture aussi permet de changer les conceptions des élèves qui vont comprendre que écrire, c'est fondamentalement réécrire et qu'on peut toujours, que le texte n'est jamais produit d'un seul coup qu'on y revient. Mais voilà, si j'étais sur le dispositif seulement, je passerais beaucoup de temps. Enfin, ça permet d'inscrire l'écriture dans un processus, c'est-à-dire, ça reprend un tout petit peu ce que je viens de dire. On écrit, on revient sur ce qu'on a écrit et inscrire l'écriture dans un processus aussi. La production de l'écriture dans un processus permet de gérer les différentes contraintes que j'ai évoquées précédemment. Alors, juste pour mémoire, parce que j'ai fait référence par rapport aux résultats, c'est que pour le texte narratif, on a demandé aux élèves de produire un conte
à partir des éléments que j'affiche. C'est-à-dire, on avait proposé une série de héros, d'opposants, d'aides, de liés aux objets magiques, parce que c'est un conte merveilleux, et puis des preuves et de missions. Les élèves, donc, devaient choisir un élément ou des éléments dans chaque catégorie pour produire le texte. Comme vous voyez bien, cette aide, cet inducteur est, est de nature à favoriser un schéma narratif du genre qui est à produire, voire donne des éléments du modèle actantiel. Si on se focalise sur les actants, parce qu'on a déjà des aides, on a des opposants, on reprend là les adjuvants et les adjuvants et les opposants. Donc, euh, je reviendrai là-dessus brièvement. Pour les sciences, et les sciences, je vais les abandonner tout de suite parce que je ne vais pas développer les deux à la fois. Euh, la consigne qui avait été donnée, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était de produire un texte en expliquant ce que deviennent les feuilles mortes qui tombent des arbres et de voir pourquoi, au bout de plusieurs années, on n'a pas plusieurs mètres de, de feuilles qui s'entassent, que ces feuilles finissent par disparaître. Donc, vous voyez bien que la consigne induisait le texte explicatif oui, les caractéristiques avaient été données. Brièvement, pour le protocole qui a été proposé à l'ensemble dans les classes, la trentaine de classes qui ont fait l'objet de l'expérimentation, il y avait donc la présentation du projet d'écriture. Après la production du premier jet, vous voyez, production élève sans aide. Et j'ai là dans la séance 3, on a déjà notre texte de référence qui n'a pas été beaucoup influencé, mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est que le fait de proposer une liste, déjà au début, c'est d'influencer l'écriture. C'est déjà un étayage, même si c'est minimal. Après, c'est à partir de la séance 3 qu'on a commencé à travailler, à apporter de l'aide avec la lecture des modèles, des textes, du texte merveilleux, entre autres, et à organiser aussi, on avait demandé, on demande aux enseignants, on avait demandé d'organiser des séances de crochet qui portaient sur des difficultés ou des compétences qu'ils avaient jugées manquantes pour produire un compte. Et puis après, il y a toute une série de relectures par les pairs et puis par l'enseignant jusqu'à la publication. Alors, remarquez que l'étayage est intervenu après la séance 4. Mais à la fin de cette conférence, je vais dire que la logique qui était la nôtre, c'était une logique de recherche. Mais quand on est dans une logique d'enseignement, ce que j'appelle la logique d'intervention, on peut organiser les choses autrement. Si l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, était intéressé par les séquences qui ont été développées en sciences et en français, ils sont accessibles sur Internet. Il suffit de passer par, si vous mettez le mot-clé écricole, vous allez tomber sur un site sur Hypothèse. Et sur ce site, vous avez les deux séances, les séquences qui ont été développées en français et en sciences, avec les détails pour chaque séance, etc. Mais je reviens sur ces éléments parce qu'ils nous permettent de comprendre les résultats que nous avons obtenus. En termes de corpus recueilli, on a recueilli un corpus énorme qui n'est pas encore totalement exploité, comme vous voyez, pour identifier les savoirs et les savoir-faire, si vous voulez. On a recueilli les productions d'élèves, mais les productions d'élèves, comme il y avait des réécritures aussi, ça peut nous donner des indications sur l'investissement des élèves, ce qui renvoie au rapport à l'écriture du point de vue conceptuel. On a distribué des questionnaires aussi aux élèves avant le démarrage du protocole qu'on a expérimenté. Et ces questionnaires portaient sur le rapport à l'écriture. Les types de questions qui ont été posées aussi, vous pouvez les retrouver sur Internet si vous, sur le même espace.
Après, nous avons enregistré des entretiens avec les élèves qui nous ont permis de voir ce qui a évolué entre-temps et puis comment ils ont jugé l'expérience d'écriture en sciences et en français. Et nous avons, pour analyser les contextes, l'influence des éléments contextuels, nous avons recueilli aussi des enquêtes cognitives par les psychologues et puis les formules socio-linguistiques qui ont été adressées aux parents sur leurs fonctions, sur leur niveau d'études, sur leur origine allophone ou pas, sur l'usage sur la langue parlée à la maison, etc. Toutes ces informations, nous les avons recueillies et nous les avons contrastées avec les résultats que nous avons obtenus, du moins au niveau des savoirs et savoir-faire. Après, auprès des enseignants, nous avons collecté, nous avons passé un questionnaire aussi aux profs de sciences et de français. Et dans ce questionnaire, cela nous a permis d'avoir des informations sur le rapport à l'écriture des enseignants. Il y a des chapitres dans l'ouvrage cité par Ryan qui portent sur le rapport à l'écriture, dont Ryan est co-auteur d'ailleurs pour les élèves, et puis un autre sur le rapport à l'écriture des élèves, des enseignants. C'est une contribution co-signée avec Colognesi et Stéphane Colognesi et Bénédicte Courty. Vous avez donc des résultats que nous avons obtenus. Pourquoi on s'est intéressé aux enseignants? Tout simplement parce que le rapport à l'écriture des enseignants influence ce qu'ils mettent en place, ce qu'ils attendent des élèves, etc. Il y a d'autres informations collectées auprès des enseignants. On avait élaboré un journal de bord qu'ils ont tenu pendant toutes les séances d'expérimentation, où ils analysaient le niveau d'investissement, ce qui avait été proposé, ce qu'ils ont proposé, les difficultés rencontrées, etc. Et on a collecté à peu près 200 quelque chose, 230 je crois, carnets de bord. Et ces carnets de bord, on les a analysés. Si vous regardez le dernier ouvrage de 2024, il y a des retours que les enseignants ont fait sur l'expérimentation, ce qui m'a permis du moins dans le dernier chapitre de cet ouvrage d'imaginer un dispositif qui serait beaucoup plus adapté. Voilà donc pour les données collectées qui nous ont permis, vous l'avez imaginé, je l'ai déjà dit, mais je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit, qui nous ont permis de cerner les savoirs et les savoir-faire par les productions textuelles, par les enquêtes cognitives réalisées par les psychologues, et puis après, sur le rapport à l'écriture, les questionnaires d'élèves, les entretiens avec les élèves et les productions textuelles. Les productions textuelles, je rappelle qu'en analysant le texte, on peut aussi identifier le rapport à l'écriture du scripteur, en partie du moins. Après, pour des éléments de contexte ou des facteurs qui influencent ces compétences, nous avons passé des entretiens avec les élèves, des formules socio-linguistiques, les journaux de bord des enseignants et les questionnaires d'enseignants. Voilà donc les éléments que nous avons collectés et quelle était la fonction de ces éléments. Alors, cela dit, j'aimerais passer au point 4, qui porte sur la grille que nous avons conçue et déployée. Je dois vous dire que le propos qui va suivre peut-être est plus ou moins technique, mais je vais faire pour ne pas trop m'attarder là-dessus. Plus ou moins technique, peut-être pour être moins poli, ceux qui m'écoutent vont dire c'est plutôt plus poussif, je n'en sais rien, vous me direz après. Alors, je vais me limiter donc à la grille qui a été employée en français parce qu'on a fait une grille pour le français qui a des points communs avec les sciences et des points avec les textes produits en sciences, et une autre grille adaptée en sciences avec une partie commune et une partie qui est spécifique au genre et à la discipline. Mais ces grilles, je crois aussi qu'elles sont aussi accessibles en ligne. Où on peut, ou bien si vous regardez, vous consultez l'ouvrage écrit de l'école au collège, au secondaire, vous voyez bien que ces grilles sont présentées dans
d'abord dans le chapitre coécrit avec Carmen et Raj, et dans un autre chapitre proposé par les collègues dont le premier auteur est Patricia Chinoberger. Alors, j'entre donc sur la grille qui est annoncée, qui nous a permis d'avoir des informations de comparaison sur ce que l'élève, sur les compétences en écriture des élèves. C'est une grille qui a plusieurs niveaux. Je rappelle pourquoi plusieurs niveaux. On s'était dit, on va, dans la mesure du possible, chercher à faire le bilan le plus complet possible. Le bilan au niveau linguistique du texte, des compétences au niveau du texte, linguistique, au niveau textuel, au niveau graphique et matériel, au niveau générique et au niveau de la communication et au niveau des visées communicatives et littéraires. Alors, tous ces niveaux, comment dire, les annexes que nous avons proposées portent sur l'ensemble de ces niveaux. Et la question était, avec la version élève, d'identifier ce qui est déjà là et de ce coup, ce qui reste à faire en termes de savoir et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'en analysant le texte produit par l'élève, avant l'intervention des tiers, ce texte nous permet de voir les compétences déjà là. Et c'était le grand objectif, parce qu'on se disait, ce qu'on se disait, c'est le postulat de départ, vous vous rappelez, c'est qu'on se disait que les élèves, les enseignants peuvent ne pas avoir une idée exacte des compétences et des difficultés. Est-ce qu'on y est, on a réussi à le faire, je présenterai ce que nous avons obtenu. Deuxième question qui a motivé le déploiement de cette grille, surtout avec l'analyse de la comparaison entre les textes produits par les élèves sans aide et les textes produits par les élèves avec aide, c'est que on voulait mesurer l'impact de la réécriture ou l'impact de l'action pédagogique sur le déjà là, comment on peut le faire évoluer. Et c'est cette comparaison aussi qui a permis de voir ce qu'on peut ajuster pour passer d'une logique de recherche à la logique d'enseignement. L'analyse de ces textes prend énormément de temps. Énormément de temps, je le dis, un texte peut-être par jour, je ne sais pas combien de textes on analysait, un texte ou deux, je n'en sais rien, mais c'est ce qui fait qu'on n'a pas analysé l'ensemble des données collectées. Nous avons en tout cas stabilisé ou analysé, parce que l'analyse, il faut recueillir les textes, les transcrire, on a tout transcrit, on a enregistré toutes les données, mais on ne les a pas analysées en profondeur toutes. Et là, les résultats que je vais présenter rapidement, à partir de cette grille, portent sur 266 textes x 2, 532. x2, pourquoi? Parce que sur le texte qui sont VE, VE et VD, version élève et version réécrite, donc, qui accompagnait la version définitive. Et là, on a essayé de constituer un échantillon qui était représentatif des collèges. C'est pour ça que vous avez l'ensemble des collèges que j'ai évoqués avant, REP, REP+, urbain favorisé, urbain défavorisé, ruraux favorisé, défavorisé. Et en tout, ça nous donne 266 élèves. Au niveau des informations générales pour chaque texte, on a repris des informations générales sur le nombre de mots, sur les signes et les espaces, sur le signe avec ou sans espace. Ces informations, ce sont des informations qui nous ont servi, hein, et d'autres peuvent nous servir autrement. On peut analyser beaucoup de choses avec. Mais je donne par exemple, si on a travaillé sur le nombre de mots, ce qu'on voulait faire, c'est que je prends un exemple pour dire pourquoi ces informations sont essentielles par moment. C'est que si vous trouvez dans un texte 10 erreurs graphiques et que le texte compte 100 mots,
et qu'on retrouve dans un autre texte dit erreur graphique et que le texte compte 200 mots, on ne peut pas interpréter ces résultats de la même manière. C'est du simple au double. Donc voilà, ces informations nous ont servi à certains moments de l'analyse. Les textes qui ont été analysés représentent pour la VE, la version élève, 71 651 mots, à peu près 269 pour chaque texte. Et les textes de la version définitive, c'est 73 580, etc. On voit bien que ce sont les textes d'à peu près de même taille, que ce soit pour la version élève ou la version réécrite, même si les textes changent. Alors, le premier niveau, à part les informations générales qu'on a analysé, c'est le niveau linguistique. Le niveau linguistique, nous avons tenu compte de deux niveaux, deux catégories d'informations, le lexique et la morphosyntaxe. Pour le lexique, vous le voyez à gauche, c'était de voir si le lexique mobilisé par les élèves quand ils écrivent était approprié, diversifié ou recherché. 3 niveaux: approprié, diversifié, recherché. Il faut diversifier s'il n'y a pas de répétition, rechercher ce qu'il y a des mots rares, des expressions figées, des figures de style, etc. Voilà donc le type, la première analyse qui a été faite au niveau lexical. Et on s'est appuyé sur une échelle qui allait de 1 à 3. On n'a pas trouvé mieux. En tout cas, c'est le choix que l'équipe d'analyse a fait. Et au niveau morphosyntaxique, nous avons analysé les accords au niveau du groupe nominal, entre le sujet et le verbe et entre le sujet et l'attribut. Et là, par contre, nous avons comptabilisé les occurrences qui étaient dans les textes qu'on a analysés. Et ces occurrences, on a identifié lesquelles étaient correctes ou non. Alors, si je vous montre les résultats au niveau lexical très vite, ce qu'on observe, ce qu'on a observé, c'est que le lexique était relativement maîtrisé à 70%, hein, et qu'il était beaucoup plus adapté que diversifié ou recherché. Vous voyez là, avec la couleur bleue, c'est la couleur de la version élève. Après, ce qu'on peut noter aussi, et c'est un résultat que je vais évoquer ailleurs, entre la version élève et la version définitive, on voit qu'il y a une évolution, qu'il y a des textes, qu'il y a une évolution, une amélioration en passant de la version élève à la version définitive. Mais là, deux bémols, deux questions. Le texte a été jugé relativement adapté, donc le lexique, mais on peut se poser la question de la part des éléments inducteurs qu'on a proposés tout au début, parce que ces éléments peuvent pousser à ce que le lexique qui soit mobilisé soit interprété comme adapté. L'autre point bémol aussi, c'est le fait que la grille d'échelle qui a été utilisée 1 à 3 est courte et que du coup, les réponses sont relativement massées quand on répond. Donc, je pense qu'on peut avoir un biais là. Mais ce que on peut retenir là, c'est pour l'instant du moins, c'est qu'au moins le passage d'une version à une autre a été considéré comme relativement, améliorer les textes en tout cas. Au niveau morphosyntaxique, j'explique comment on a fonctionné. On a fonctionné de façon binaire, c'est-à-dire pour une chaîne d'accords, c'était correct ou pas correct. Et du coup, si vous regardez le château, on va dans le château hanté du monstre. Hanté, toute la chaîne d'accords est considérée comme gêne négatif, comme donc incorrecte. Pourquoi? Parce qu'il y a cette erreur d'accord au niveau de hanté. Donc, c'est ce participe passé adjectivé qui n'est pas accordé avec château. De la même manière, si vous regardez l'accord entre le sujet-verbe, tu y trouveras,
là, il y a un problème de personne considéré comme l'accord incorrect. Ça permet de comprendre les résultats. C'est la même logique aussi pour l'exemple, il s'en alla en volant. On l'a considéré aussi comme incorrect parce qu'il y a un problème de personne. Si on regarde au niveau de l'accord sujet-attribut, son frère Roméo était gentil, considéré comme incorrect. Pourquoi? Parce que il y a le problème d'accord entre gentil et Roméo et le frère Roméo. Au niveau des résultats, je vais le signaler après, je vais regrouper ça après. C'est que on voit bien, on a analysé en termes d'occurrences 12 000 occurrences dans les VE pour GN 10 000 et quelques. Vous voyez les chiffres pour le sujet-verbe. Il y a moins de relations sujet-attribut. Et avec ce définitif, vous voyez les résultats. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on constate, c'est que les élèves qui passent en sixième n'ont pas, au moins, n'ont pas de difficultés au niveau du groupe, de l'accord au niveau du groupe nominal. Mais par contre, si vous comparez avec le sujet, entre le sujet et le verbe, les résultats tombent à 65%. Ça veut dire qu'ils ont plus. Et là, alors qu'on a considéré aussi, oui, là, cela montre que au niveau du gène, il n'y a pas de problème, mais quand on est au niveau du verbe, il y a des difficultés. On verra par la suite, par d'autres niveaux aussi, que chaque fois que la morphologie verbale est engagée, chaque fois que le verbe est engagé, les élèves ont des difficultés. Et ça, c'est un point peut-être de vigilance qui ressort de ce qu'on a vu. L'autre chose que je peux signaler, quand on fait référence on se réfère aux allophones, aux étudiants allophones, parce qu'on a testé un peu le dispositif avec les étudiants Erasmus, je vais l'évoquer juste comme ça. On voit bien que ce n'est pas si évident, les accords au niveau du GN, mais qu'est-ce qui gêne au niveau du GN? C'est que tout simplement, ces étudiants ont des difficultés au niveau du genre, le genre des mots, et que du coup, ça fausse un peu les accords. Au niveau textuel, nous avons étudié plusieurs phénomènes. Les phénomènes qu'on a étudiés, d'abord, on a recensé les types d'énoncés qui étaient mobilisés dans les textes, qui étaient utilisés dans les textes, types d'énoncés qu'on a classifiés en énoncés verbaux, énoncés nominaux et énoncés monorèmes. Je vais revenir ensuite. Et puis après, nous avons étudié le choix du mode et des temps et le choix de la forme verbale. C'est-à-dire que on s'est demandé si les élèves choisissaient en écrivant le mode correct, le temps est approprié, etc., le choix. Et puis après, est-ce que si le choix était fait, c'était approprié? La forme, la graphie était appropriée. Ça, c'est le deuxième série d'éléments qu'on a analysés. On s'est intéressé à la complexité de la phrase en regardant les connecteurs logiques ou spatio-temporels, les coordonnats et subordonnats, mais c'est un point qui reste encore à peaufiner. Enfin, nous sommes intéressés aux reprises anaphoriques, dans les textes. À part les reprises anaphoriques, on a regardé si les énoncés étaient acceptables, considérés particulièrement, est-ce qu'ils étaient acceptables, est-ce que les textes étaient intelligibles si on considère les textes dans l'ensemble. Voilà donc ce qu'on a regardé. Alors, je vous montre juste ce que nous appelons des énoncés en reprenant le modèle d'Adam, des énoncés verbaux avec le verbe tout simplement, des énoncés monorèmes avec un seul mot. On les a aussi assimilés quand l'élève écrivait oh oui, oui, merci, merci, merci. Tout ça, on considère comme monorème de façon en assimilant, même s'il y a beaucoup de mots. Les énoncés nominaux
Et puis pour les énoncés interrogatifs et négatifs, on a regardé s'ils étaient aussi corrects ou pas. Enfin, oui, et pour les énoncés négatifs, verbaux négatifs, on a regardé si les deux particules de négation étaient présentes pour infirmer ou ou considérer comme correct ou incorrect l'énoncé. Alors, je vais montrer la manière dont on a analysé. Par exemple, dans la phrase que vous avez là, il était une fois un paysan qui s'appelait Michel. Il vivait à la campagne dans une petite maison. Nous avons considéré que le choix du mode était correct et du temps, mais par contre que la forme verbale ne l'était pas. Dans l'analyse des connecteurs, etc., et des coordonnées, les coordonnées du type et il se prépara, et en plus Jean et Jean-Paul, on ne les a pas comptabilisés parce qu'on les a considérés comme des signes de l'oralité. Et je renvoie aux travaux de Thirion dans son ouvrage de 97, je pense, 97. Et puis, dans les organisateurs textuels aussi, on n'a pas des phrases type le lendemain matin, etc., on ne les a pas considérées comme comme des connecteurs. Alors, je présente les résultats avant de montrer les types de ce qu'on peut en tirer. C'est que, oui, quand on regarde les verbes, les résultats, on voit bien que, je crois que c'est une évidence, je pense, que les textes sont essentiellement verbaux. Verbaux à plus de 80, à plus de 94%. Ce qu'on peut dire, peut-être que c'est lié au type de texte. Hein. Pour le vérifier, on devrait peut-être étudier les énoncés dans les bandes dessinées ou dans les mangas. Est-ce qu'on va avoir la même chose? Je crois qu'on va avoir des typologies différentes. Mais sur le plan, ou bien peut-être on s'est dit, c'est que les élèves ont appris qu'une phrase, on doit avoir un verbe, un sujet, un verbe en complément. Ça, c'est des hypothèses qu'on a lancées. Mais sur le plan didactique, on peut imaginer que oui, que pour travailler les textes, les énoncés verbaux, on peut peut-être s'appuyer sur les contes ou des textes narratifs. Quand on regarde ces textes encore, on se rend compte que ces énoncés verbaux ne sont pas transformés, n'ont pas subi de transformation. Ça veut dire qu'il y a moins d'énoncés négatifs ou interrogatifs. Vous voyez les proportions, c'est qui sont vraiment périphériques. Euh, et que les énoncés qui sont interrogatifs ou négatifs sont en général bien construits. On voit qu'il y a une amélioration en termes pour ces énoncés interrogatifs et négatifs quand on passe de la version élève à la version définitive. Alors, si on regarde le choix du mode et des temps, on voit bien que les élèves n'ont aucun problème à choisir le mode exact. Ce qui s'acquiert, je pense, comme ça, ce qui s'acquiert naturellement. Ils n'ont pas de problème, alors que c'était des temps du récit avec le passé simple, ils n'ont pas de problème majeur à choisir la forme verbale. Non, le temps, plutôt le temps, à 86% depuis la version, la première version. Après, le verbe revient, mais quand il faut avoir la graphie, on tombe à 62, ce qui nous renvoie encore toujours que chaque fois que le verbe est impliqué au niveau graphique, au niveau de l'écrit, les élèves rencontrent des difficultés. Attention, je fais rapide, une comparaison rapide en disant que la situation du choix des temps est différente quand on considère les élèves allophones. Ce qui est évident, ce qui s'acquiert, je dirais, intuitivement, pour les élèves qui ne sont pas allophones, ce n'est pas le cas pour les élèves qui sont allophones. Alors, la complexité des énoncés, je n'y traîne pas parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de connecteurs, plutôt de coordonnées que de subordonnées.
c'est un point qu'on n'a pas suffisamment étudié, mais on a répertorié tous les phénomènes, on a vu combien on en a au niveau de chaque énoncé, mais je ne vais pas traîner là-dessus. Mais voilà. Alors, si on regarde le dernier point, c'est-à-dire RA, je vais dire avec RA, reprise anaphorique, et SA, énoncé sémantiquement acceptable, et texte intelligible dans son ensemble, là, il y a encore un autre point de vigilance. Des reprises anaphoriques ne sont pas maîtrisées, mais ce n'est pas nouveau ce qu'on a vu, parce qu'on le retrouve dans les travaux antérieurs, qu'il y a des problèmes de reprise anaphorique pour les élèves qui entrent en sixième, qui ont 11-12 ans. On voit bien même qu'après la réécriture et l'accompagnement, les scores restent toujours bas. Au niveau des énoncés sémantiquement, la sémanticité des énoncés, si on les considère particulièrement, là, il y a peut-être une grande différence, mais et que les textes sont considérés, ils ont été considérés comme intelligibles. Voilà donc ce qu'on peut noter, encore un autre point de vigilance, je reviendrai dans les conclusions. Après, l'autre niveau qui a été analysé, c'est le niveau graphique et matériel, on l'appelle comme tel, avec, on s'est appuyé sur la grille du Nakatash pour identifier les difficultés des élèves qui, dans les écrits, en considérant les erreurs phonogrammiques, altérant ou non le son morphogrammique qui renvoie au sens, au morphème de sens, logogrammique, idéogrammique, extragrammique, etc. Et puis nous avons analysé aussi, évalué l'organisation dans l'espace et la ponctuation. Là, je montre rapidement les catégories de Katash pour rappel, avec les exemples sur les phonogrammes, les morphogrammes, et les logogrammes qui renvoient aux homonymes grammaticaux ou lexicaux, les idéogrammes qui renvoient au découpage, à l'usage des apostrophes, des traits d'union, etc. Et puis après, les questions que l'on peut, les graphiques qu'on peut appeler extragraphiques, qui renvoient au découpage des mots. Alors, qu'est-ce qu'on trouve avec, quand on regarde les erreurs que les élèves commettent, on se rend compte que sur 100 mots, dans la version initiale, on a 19 erreurs qu'il faudra comparer avec d'autres travaux, et que les erreurs morphogrammiques sont très fréquentes, plus fréquentes que les autres, sont plus nombreuses que les autres erreurs. Là, quand même, ça attire, ça, c'est quand même, ça questionne, je reviens tout de suite. Parce que on a déjà analysé par la suite les erreurs morphogrammiques. On voit bien que ces erreurs morphogrammiques concernent en général la morphologie verbale, toujours. L'autre élément, source d'inquiétude aussi, quand on regarde que les erreurs morphogrammiques sont plus importantes, si on se réfère aux travaux de Katash, Katash montre que sur la possibilité de rencontrer les morphogrammes est de 5 à 6%, alors que la possibilité de rencontrer les morphogrammes, les phonogrammes est de plus de 85%. Or, là où on a une fréquence de 5%, ces erreurs passent en premier plan, ce qui montre au fait que tous les éléments qui touchent à la grammaire ou surtout à la aux accords et tout ça, ce sont des éléments qui, dans les textes, renvoient des aspects qui sont des points de vigilance. La ponctuation, encore, je ne sais pas si c'est une découverte, mais les textes des élèves sont sous-ponctués, a été évalué à 58%, donc c'est un point qui n'est pas du tout maîtrisé. L'organisation dans l'espace de la feuille, on peut passer que tracer les lignes ou écrire ça écrire sur une feuille blanche est quelque chose qu'on ne devrait pas enseigner au secondaire, ou en tout cas au collège. Non, on voit bien que les élèves sont en difficulté, on le voit bien. On le voit bien quand on leur propose un support qui n'est pas sans ligne. Enfin,
pour la partie générique, je suis presque à la fin de cette partie, on a analysé le schéma narratif avec situation initiale, situation élément perturbateur, etc., jusqu'à la situation finale. Et nous avons aussi analysé d'autres éléments qui renvoient au cadre et au cadre au schéma actentiel. Je montre juste pour le cadre et le schéma actentiel pour montrer ce que c'était. C'est de voir s'il y avait le cadre spatio-temporel était signalé, s'il y avait un héros, s'il y avait les adjuvants, les opposants, les formules d'ouverture. Vous voyez bien que c'est toute une série de choses qu'on a analysées au niveau du genre, à part le schéma narratif. Et cela, je le rappelle, parce que c'est de nature à permettre de comprendre les résultats qu'on a obtenus. Sur 20, parce qu'il y avait 20 points à analyser, on voit bien 13 sur 14 que le schéma narratif, que l'action narrative est relativement maîtrisée, mais que ces résultats cachent des disparités au niveau du schéma narratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on regarde les textes, qu'on les analyse, on regarde la situation initiale de des histoires dans ces textes, des contes, d'éléments perturbateurs, des péripéties et la situation finale, on voit bien en fait que les textes d'élèves ne sont pas, se présentent comme des successions d'actions qui ne sont pas clôturées, avec beaucoup d'obstacles. Et récemment, dans la formation des enseignants, il y en a qui m'ont dit, ah oui, oui, c'est normal parce que les élèves regardent les séries et que les séries ne finissent pas, que ça continue de tourner. Bon, peut-être c'est une explication, mais à laquelle on n'avait pas pensé à l'époque. Pour les figures de style, pour la partie visée communicative, on pourrait voir tout ce qu'il envoyait à la prise en compte du lecteur, que ce soit par la typographie, que ce soit par les jeux de calligraphie, les jeux de typographie, les figures de style, les expressions physiques, etc. Mais on a vu que ces phénomènes étaient tellement dispersés qu'une analyse quantitative était difficile. Et nous avons commencé à les étudier de façon qualitative. Et je renvoie l'article de La Fontenanova et les autres que vous avez dans l'ouvrage que j'ai évoqué. Là, je vous montre, pour terminer, comment on analysait les textes après les avoir transcrits. On les alignait, tous les phénomènes que j'ai évoqués, on les a analysés systématiquement. Une fois qu'on les avait analysés en les identifiant, on regroupait les résultats dans la grille d'analyse et ces résultats regroupés, on les a comparés, compilés par établissement et puis par type d'école, ce qui a conduit à la massification des résultats et aux résultats que je viens rapidement de parcourir. Alors, si je reviens pour conclure à ces actions, pour tirer des conclusions didactiques du moins, vous voyez bien en regroupant que les résultats que j'ai montrés, les analyses qu'on a faites, il y a des éléments qui renvoient au comportement scripturaux et d'autres, c'est-à-dire voir que les élèves utilisent plus de verbes, d'énoncés verbaux. Ça nous donne l'information sur le comportement de ces élèves, mais on ne peut pas analyser ça de façon améliorative. On ne peut pas dire que ça renvoie à une performance X. Mais par contre, quand il y a des corrections au niveau du groupe nominal ou l'accord entre sujet et verbe ou bien le lexique approprié, ce sont des éléments qui sont amélioratifs. On peut dire il y a une compétence il y a une performance qui évolue, etc. Alors, quand on considère ces éléments, c'est ça qui me pousse à attirer votre attention. Vous voyez bien qu'à chaque niveau, au niveau linguistique par exemple, il y a des compétences qui sont maîtrisées, comme le taux de correction au niveau du groupe nominal, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Quand on regarde au niveau textuel, on voit bien qu'il y a des problèmes au niveau de la correction des formes verbales et de la reprise anaphorique. Quand on considère le niveau graphique et matériel, plusieurs difficultés, notamment l'organisation dans l'espace et la ponctuation. Et enfin, le schéma narratif au niveau générique. Quand on regarde ces résultats, on se dit que si on fait le bilan, la compétence en écriture, à chaque niveau, est relativement plus ou moins maîtrisée. Il y a des éléments qui sont maîtrisés et d'autres qui ne le sont pas, à l'intérieur même ou dans le même niveau.
L'autre chose qu'on peut voir, c'est que chaque fois que le verbe est impliqué, il y a des difficultés. Les élèves rencontrent des difficultés. Ça on le voit. Troisième élément, il y a des difficultés au niveau de l'action narrative. On a vu comment le récit était considéré comme une succession d'événements. Enfin, oui, tout ce que je viens d'évoquer, qu'à chaque niveau, il y a des difficultés de réussite, oui, voilà, à chaque niveau, qu'il y a des réussites et des éléments à améliorer, on peut dire au fait que si on enseigne ou on évalue l'écrit, on ne peut pas le faire de façon holistique, c'est-à-dire en considérant l'ensemble. J'ai lu, j'ai compris, je donne une note. Non. Il faut aller chercher ces mini-compétences qui sont, pour des raisons diverses, maîtrisées ou plus ou moins maîtrisées et retravaillées. L'autre élément qui est intéressant et qui nous a conduit quand même à garder, à avoir plus d'espoir en plus, c'est que quand on compare la version élève et la version définitive, on voit une nette amélioration. Et cette nette amélioration est variable selon, oui, quel que soit le profil des élèves. Et ça montre que l'action pédagogique peut aider les élèves à améliorer leurs écrits. Pour conclure toujours, on a, je ne reviendrai pas sur ces aspects autres qu'on a déjà travaillé ailleurs. Quand on regarde les facteurs extérieurs, on voit bien qu'au niveau de la mère, de formation de la mère, a plus d'impact sur les résultats. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça, on le sait. Mais parce qu'on voit bien que, mais ce qui nous a surpris, on pourra en discuter parce qu'on y revient aussi dans l'article avec Sylvia Lucchini publié récemment. On voit bien que les élèves dont les mères ont bac plus 3 et non pas bac plus 5 autres réussissent mieux et que vous avez les autres qui sont où les mères sont à un niveau de formation incomplète, pas secondaire incomplet, les enfants réussissent moins. En tout cas, on le voit un peu partout. Mais on reviendra là-dessus parce qu'on a trouvé un peu une explication. On essaie de trouver une explication parce qu'on a analysé d'autres phénomènes. Donc, ce que je voulais tirer avec la conclusion de ça aussi, c'est qu'on met les résultats pour les élèves, les mères moyennement qualifiées. Mais par rapport à ce que j'ai montré, c'est que les niveaux, plutôt les éléments qui sont plus ou moins réussis, le sont quel que soit le profil des élèves, c'est-à-dire le sont proportionnellement. Bonne performance dans le choix du temps, c'est valable pour tous les élèves, même si les résultats ne sont pas les mêmes. Mauvaise performance pour la ponctuation, c'est valable pour tous les élèves, même s'il y a des différences qui sont liées au contexte. Puis en sciences et en français, les sciences et le français, je ne l'ai pas montré, mais vous avez un article dans l'ouvrage. Est-ce que je vous ai perdu? On est Allô? là, Maurice, on est là. Ah, oui, ok, très bien. C'est moi qui vous perds. Pardon, on est là, Donc, oui. oui, ok, je suis presque là. Alors, je dis, quand on compare les résultats qui sont en français et en sciences, on consolide ce qu'on a vu avec les productions en français. Parce que les mêmes niveaux qui sont maîtrisés en français, on les voit proportionnellement en sciences. Je donne un exemple. Si on regarde les textes, le niveau facile à comparer, groupe et nominal, sujet, accord, verbe, on voit bien qu'il y a une bonne maîtrise du GN, que ce soit en français ou en sciences, qu'il n'y a pas de problème de choix de mode dans les deux temps. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que sur l'ensemble des aspects considérés, il y a une meilleure performance en français par rapport en sciences. Et quand on voit avec la figure qui est à droite, les élèves ont de meilleures performances dans le choix du temps pour les textes en sciences, ce qui est normal parce que les textes en sciences impliquaient le présent, alors que les textes en français avait le passé simple. Pour
la question d'organisation dans l'espace, encore, de la fée de l'espace, dans la fée de l'espace, non, de l'organisation dans l'espace de la feuille n'est pas maîtrisée avec. On a vu que quand les élèves écrivent sans ligne, ils ont des difficultés, qu'ils passaient même du temps à tracer les lignes. Les résultats des collègues psychologues ont montré qu'il fallait consolider cet aspect graphique, avec surtout le geste graphique qui est considéré comme pénible, en tout cas par les élèves. On le voit aussi dans les entretiens et qu'on a eu avec les élèves. Je voyais bien là qu'ils ont du mal à écrire à la main et que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas écrire, entre autres. Voilà, je termine donc en rappelant que pour enseigner, et c'est le point que je ne développe pas parce qu'il me faudra revenir, c'est pour enseigner, il faut, en tout cas, je reprends les quelques conseils passés par les genres. Donner peut-être passer par les projets d'écriture. Je parle peut-être aux enseignants, s'il y en a aux enseignants qui sont là, qui ont des classes. Aménager le temps de l'écriture. Mettre en place des dispositifs qui favorisent des étayages. Favoriser des relectures collaboratives et des moments de métacognition. Les résultats qu'on a obtenus sont liés au fait que le dispositif qu'on a mis en place, en tout cas en termes d'évolution du texte, a mobilisé tous ces aspects, que ce soit le genre, que ce soit les projets d'écriture, parce que les textes ont été publiés, que ce soit des moments de réécriture, que ce soit des moments d'étayage, que ce soit des moments de relecture collaborative, que ce soit des moments de travail sur les stratégies. Le protocole qui avait été mis en place mobilisait toutes ces stratégies. Quand j'ai analysé par la suite le dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la recherche, je suis arrivé à la conclusion que vous pouvez retrouver dans la dernière partie de l'ouvrage, qu'il faut séparer une logique de recherche et la logique d'intervention. Dans la logique de recherche comme on avait eu, il n'y avait pas d'étayage au début, ce qui a surpris les enseignants. Mais nous, on cherchait à voir ce que les élèves pouvaient faire sans intervention. Donc, il faut séparer les deux logiques et les adapter selon le cas. Les conclusions que je tire de cette expérience et de la lecture des retours des enseignants, c'est que dans une logique d'intervention et pas de recherche, il faut placer le premier étayage générique sur le genre, au fait, avant la production du premier jet, sinon ça démultiplie les campagnes de réécriture. Limiter à accompagner les grandes campagnes de réécriture prescrites. Alterner des moments de écriture et de lecture et écriture. Et assurer une socialisation des textes produits. L'autre point, c'est d'aménager des espaces de conscientiser les élèves sur les compétences acquises ou en cours d'acquisition. Je développe un peu tout ça dans la dernière partie de l'ouvrage publié dernièrement chez l'Harmattan. Avant de produire un texte long, c'est un autre conseil aussi, il faut imaginer au besoin de temps de rodage où on travaille sur les productions des textes courts. Il y en a beaucoup qui sont proposés dans la première partie de cet ouvrage. Et là, je reprends aussi, je n'invente rien, je reprends des travaux ou la logique de celle qui m'a beaucoup inspiré, qui est présente dans cet espace partagé virtuel. Donc, voilà. Enfin, ne pas oublier aussi de prendre en compte le sujet qui est écrit dans son rapport à l'écriture, dans ses peurs, sachant que l'écriture n'est pas un objet comme tous les autres. Ne pas oublier de tenir compte du processus et d'inscrire l'écriture dans le processus. Et surtout de penser aux enjeux pragmatiques, qu'on n'écrit pas de la même manière selon les contextes et les situations d'écriture. De penser aussi qu'il n'existe pas de compétence en écriture qui soit polyvalente et applicable à tous les contextes et que chaque nouveau genre nécessite un accompagnement. Je pourrais me pencher là-dessus,
mais je n'ai pas le temps. Et je vous promets, je conclus avec la dia suivante. Donc, prendre en compte les sujets qui écrivent, c'est reconnaître qu'ils ne sont pas que des sujets cognitifs, mais qu'ils sont également, voire avant tout, des êtres sensibles qui sont, pour reprendre une formule chère à Paul Ricoeur, une histoire et sont leur propre histoire. C'est de penser aussi avec André que le texte n'est pas un objet, mais le représentant de son auteur, et que de ce point de vue, on prend conscience qu'il y a un lien quasi ombilical entre le texte et son auteur, et ce qui permet de comprendre que toute appréciation sur le texte se reporte nécessairement sur celui qui l'a produit, il n'est pas pensable de produire un texte sans y investir un iota de narcissisme. Je crois que je dois m'arrêter là et je reste à disposition pour les échanges. Merci beaucoup, Maurice, pour cette présentation très riche. Tout à l'heure, dans ma présentation, je parlais de projets ambitieux. Je pense qu'on a eu la démonstration à travers la présentation du projet Écricole et notamment de cette grille. Voilà. Bien, on va prendre un temps pour les questions. Il nous reste voilà, un moment pour les questions. Donc, vous n'hésitez pas à demander la parole. Jacqueline. Je ne peux pas m'empêcher de réagir un peu parce que j'ai eu la chance et la joie